Bonjour tout le monde et bienvenue sur la 3e émission de Crossover. Crossover, déjà si vous êtes là, si vous êtes présents, on aimerait en voir dans ce chat des cœurs, des choses d'amour qui nous prouvent que vous êtes là, que vous êtes présents. Crossover, qu'est-ce que c'est si jamais il y a des nouveaux? C'est une rencontre entre deux auto-entrepreneurs ou entrepreneuses et PH qui est là. Exactement. Et moi-même. À chaque fois, l'émission, elle est retransmise en rediffusion sur Twitch, sur YouTube, en podcast audio sur Spotify. Exactement. Et plein de petits extraits sont sur notre Instagram, crossover.talk. On va finir par l'avoir. Hein. Je le développe ce moment, je le développe. Toujours oscillant. Aujourd'hui, 2 invités de marque, comme je le dis à chaque fois. Exactement. Leïla Alice et Léa. Comment vous allez aujourd'hui? On va bien, écoute. On va bien. Comme un dimanche, on a pris le temps de se poser et on est là. Vous êtes contente d'être ici? Ouais. Un peu stressé? Un peu stressé. Très Ça va content. aller, Faut pas. No stress, il faut surtout pas, ça va bien se passer. Est-ce que vous direz vous présenter vous-même? Par exemple, toi, Léa? Moi, je peux me présenter, ouais. Présente-toi. Je m'appelle Léa, j'ai 25 ans, je viens de Bruxelles, je suis née à Boxtal et j'ai grandi à Bruxelles, comme beaucoup de Bruxellois, du coup. Je suis coordinatrice de projet d'une maison de quartier dans le haut de Molenbeek. Et en dehors de ça, je fais plein de petits projets, de petites choses liées au cinéma documentaire, liées à la radio participative. J'essaye de me bouger là où j'ai l'impression que c'est nécessaire et les projets émanent un peu de là, en général. Et notamment, en ce moment-là, tu as le festival En Ville Exact. que tu vas présenter, qui a aussi un gros projet au niveau bruxellois, j'imagine. C'est ça. Le festival En Ville, c'est un festival de cinéma documentaire sur les 2 communautés linguistiques, donc avec des documentaires néerlandophones, francophones, mais aussi internationaux. Et c'est un festival qui, aussi bien s'implante dans tous les cinémas alternatifs de Bruxelles, donc c'est un peu une découverte de la ville et en même temps une découverte du documentaire, pour vraiment démocratiser l'approche du documentaire. Et l'ouverture du festival, c'est demain. Donc, je vais être en plein mix entre la journée avec mes gamins à Corumbeek et le soir animer, présenter des projections, faire les débats avec les réalisateurs, réalisatrices après les projections. C'est un peu l'idée. Et ouais, en plus, là, tu vas mater pas mal de docus bien comme il faut. Je les ai déjà tous. Ah ouais, t'as déjà tout regardé? Obligé, hein. Ouais. Genre, les discussions, elles sont quand même longues et assez corsées. C'est un public assez niche quand même, le documentaire, donc avec des attentes qui sont quand même là au niveau aussi, de la pratique documentaire en général. Donc ouais, j'ai vu les documentaires, ceux que je vais présenter en tout cas, et puis je vais en découvrir d'autres. J'ai hâte. Trop bien, trop bien. Trop bien. Leïla, tu es artiste performeuse. C'est un art un peu peut-être moins connu par certaines personnes. Tu peux nous expliquer en quoi ça consiste, en tout cas toi, comment tu le performes? Ok. Moi, je dirais que je m'exprime. C'est ce que je fais dans la vie. Du coup, c'est un peu... Enfin, cette expression, elle peut prendre plusieurs formes en fonction de comment je digère l'existence ou mes émotions. Et ensuite, après, il y a un travail d'écriture, un travail d'image par rapport au maquillage, à ce que j'ai envie de représenter. Et au final, la performance vient de là. Je pense juste de le fait d'interpréter toute cette digestion de la vie. Et elle peut prendre plusieurs formes. Ouais. L'année passée, c'était plus, j'ai l'impression, comme des interventions. Juste, je me maquillais, c'était dans la rue. Juste le fait d'être Lilo, ce personnage dans la rue, c'était un peu comme une performance. Et là, récemment, les derniers mois, c'était plutôt par rapport à des lieux. En fonction de lieux, j'imaginais une histoire. Et en fonction de ce que je ressentais, ce que j'avais envie de... Je le vois un peu comme des rituels de ce que j'ai envie de laisser. Du coup, ce que j'ai envie de laisser à un moment pour un moment T, c'est ce que je fais. Et ça, c'est quelque chose qui t'est venu très jeune de vouloir exprimer ce genre de choses. Il y a un autre personnage ou voilà. Je pense que j'ai toujours voulu m'exprimer. Donc, c'est un truc qui est depuis que je suis petit. Mais le personnage, il est né l'année passée, le 12 octobre 2022. Donc, ouais, c'était la première fois en tout cas que je postais quelque chose. Pour moi, c'est le moment où il est vraiment devenu quelque chose de réel. Et ça, c'est plutôt venu à partir d'un moment où je pense que Leïla manquait de créativité et j'étais trop enfermée dans des schémas avec l'école où, je sais pas, on doute un peu. Et du coup, ce personnage me disait, tout ce que moi, je peux pas faire, Lilo peut le faire. Et du coup, c'était un peu genre, dès que j'ai une idée, elle le fera, quoi. Mais justement, tu parles de ce que ce perso te permet de faire. Mais justement, qu'est-ce qui te permet de faire que Leïla ne pouvait pas faire en étant elle-même, entre guillemets? Prendre de la place, se mettre à l'avant,
être authentique. Parce que Leïla avait l'impression qu'elle pouvait pas faire, ben Lilo pouvait d'un coup dire c'est ça que je suis parce qu'elle n'existait pas. C'était aussi tout un truc, aller après des réflexions où tu réalises que tu as été conditionné à être une certaine personne, ben alors tu peux reprendre un peu plus de pouvoir avec ce nouveau personnage qui est tout neuf et qui est à toi. Alors qu'est-ce qu'il va raconter? Ouais. Mmh. Et en fait, pour les gens qui nous regardent, Leïla, en fait, Leïla Alice, donc son nom de scène complet, elle fait une représentation à travers le maquillage qui est très coloré, en fait, de l'ordre du feu d'artifice à chaque fois. Et en fait, c'est très impressionnant en termes de choix visuels parce que à chaque fois, en fait, même le fait que tu sois noir, il y a aussi toute cette réflexion, je trouve, qu'il y a derrière, tu vois, où en fait, il y a un rapport à la couleur que je trouve grave intéressant, tu vois. Je sais Et pas si genre, je le lirais avec le fait ouais. que je sois noire. Mais non, non, mais moi, en fait, c'est aussi ça que je me suis posé comme question, tu vois, parce que du coup, c'est comme si tu retravaillais la couleur, tu vois. Je pense que je retravaille mon apparence. Oui, voilà, tu vois. Ouais. C'est ça l'idée qu'il y a derrière. Ouais, c'est toujours un peu ce truc de me voir comme une page blanche et du coup, c'est un peu avec la couleur, avec la peinture. Ben, c'est toujours, je pense jamais à l'avance au maquillage que je vais faire. Du coup, c'est toujours une façon de me réinventer. Mm. Mais ouais, je sais pas Ah, si je. tu t'imagines jamais le maquillage que tu fais à l'avance? Pas Genre, trop souvent. c'est... Non, j'ai la couleur là et puis je fais. Ah C'est ouais, ok, vraiment, trop marrant. je pense que pour moi, la création et l'art, c'est une façon de me rencontrer. Du coup, j'aime pas trop. Allez, c'est comme si je créais une configuration Mhm. et après, je me laisse voir ce qu'il fait. Et quand j'en ai marre, ben, j'arrête et je suis en mode ah, c'était ça Ouais, tu aujourd'hui. laisses un peu. Ouais, exactement. Ouais. Tu laisses un peu l'instinct premier Mhm. faire. Ouais, je comprends très bien. Je cherche. Je comprends que ce soit naturellement ce qui peut sembler sortir de meilleur de toi directement. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Que ça Moi, a l'air. ouais, comme ça sort fluidement, je Mhm. pense que c'est la façon la plus naturelle de t'exprimer toi-même. Donc, je suis plutôt Mhm. d'accord avec ce que tu dis là. Cool. Et en fait, tu parlais par rapport au lieu aussi. Mais du coup, même quand tu as un lieu et que tu imagines l'histoire, en fait, tu te laisses complètement inspirer par les couleurs. Peut-être revenir sur c'est quoi le processus de travail. Ouais, voilà, un Comment petit est-ce peu, que ouais. tu en arrives à exprimer ton personnage à la finalité de la chose? Qu'est-ce qui est le début et qu'est-ce qui mène vers le résultat final? Ok. Bah, la finalité, je pense que je la cherche toujours. Donc, c'est toujours. Pour moi, ce sera jamais assez précis. Du coup, c'est pour ça aussi que c'est toujours motivant et que j'ai toujours envie de continuer. Je pense qu'au tout début, comment ça commence, c'est toujours un peu un travail d'écriture, mais tout est un peu en parallèle en même temps. Il y a beaucoup un travail d'écriture de ce que je ressens. Il y a aussi des métaphores dans ce que je ressens. Et juste, je les sors. Et puis, des fois, il y a des personnages qui viennent dans le personnage. La dernière performance, j'avais un peu un personnage de papillon au cœur lourd. Et j'imaginais juste que mes couleurs, c'était comme des douleurs. Et donc, je pense à ça, à ça. Puis ensuite, il y a un travail de son pour toutes mes performances. Ça, c'était un peu plus récent. Du coup, je vais voir quelqu'un. Là, c'était avec Pépane. On a été dans son studio. Et du coup, là, c'était avec des mélodies. Et d'un coup, je commence à avoir un décor, en fait. Et là, je me dis, OK, je vais m'habiller comme ça. C'est étape par étape. Puis ensuite, donc le maquillage, c'est à la fin. Peut-être parce que je l'ai beaucoup travaillé l'année passée. Du coup, maintenant, je peux me laisser un peu plus libre là-dessus. Et mais donc, ouais, tout commence par l'écriture, une vision. Et puis après, le son, ça aide vraiment à placer dans un contexte de ce que je vais vraiment faire ou du paysage où je vais amener. Et les couleurs, en fait, j'ai juste réalisé que c'était. Allez, j'y réfléchis pas. Je pense que je vois en couleur. Genre, les gens, des fois, je les vois en couleur. Vous êtes tous des couleurs. Un peu. Et tout. Ah, mais c'est, comment on appelle ça? C'est la synesthésie, non? C'est Je pas un sais truc pas comme du ça? tout. C'est ça, par exemple, il y a des gens où ils vont entendre des notes Mhm. et ça va se retranscrire dans un autre format, et donc par exemple sous forme de Ouais. couleur. Mhm. Genre par exemple Younglin, qui est genre un rappeur, je pense que tout le monde connaît à peu près. Lui justement, il fait de la synesthésie et quand il entend un son, en fait, il a des mots qui viennent directement. Et donc, il se retrouve à écrire ces mots-là et son texte va se construire en fonction des sons qu'il entend, tu vois. Et donc, c'est des liens, en fait, qui sont tissés directement, tu vois. Et donc, j'ai l'impression que c'est aussi un peu ça, tu vois, que tu fais, Ouais. genre... Il y a des liens comme ça. Mercredi après-midi, c'est vert. Et c'est Ah quoi ouais, les ok, d'accord, couleurs? trop bien. Je suis curieuse de savoir c'est quoi nos couleurs. Mais là, j'ai l'impression que peut-être c'est à cause de ton pull, mais, mais en vrai, je te verrais un peu lilas. Mais peut-être pas vraiment ton pull. Toi, je te vois un peu lilas. Toi, je te vois un peu rouge. Ah, cool. C'est bien rouge. Et Mais je voilà. connais pas assez. Ça fait peur. Toi, je te vois un peu bleu foncé. Ah, mais j'aime bien cette couleur, c'est ma Ah, couleur ok. préférée. Ça changera à la fin du live. Je serai là. C'est ça. Mais c'est marrant parce que ça fait aussi le rapport à l'aura.
tu vois. Mm. Genre, tu sais, les différentes Mm. couleurs d'aura, etc., Ouais. d'un point de vue karmique, tu vois. Et justement, à travers ces représentations de la couleur, j'aime beaucoup cette idée que c'est aussi une façon de changer ton énergie, tu vois. Mhm. Genre, il y a un peu ce rapport-là aussi, j'ai l'impression. Ben, c'était vraiment cohérent dans le sens, en tout cas pour moi, où j'avais l'impression que j'ai toujours été rose. Et du coup, c'était le truc de réaliser l'année passée que c'était un peu un conditionnement qu'on m'avait élevé à aimer le rose. Et du coup, ce personnage de Lilo, je le voyais aussi un peu comme, ah, il pourra incarner tout ce rose, parce que je trouve que ce personnage prend beaucoup de codes de la féminité que j'ai vu, ou même de films que j'aimais quand j'étais enfant, des références très girly. C'était un peu en mode, je vais embrasser ce rose, ce personnage sera ce rose, sera cette naïveté. Comme ça, Leïla pourra devenir un peu plus jaune, un peu plus soleil, un peu moins genré, du coup un peu plus moi. Ouais. Du coup, il y a quand même Et une moi, réflexion. j'avais une question aussi. Alors, peut-être que je me trompe, mais complètement, hein. Mais en fait, aussi, ça m'a un peu. Enfin, le maquillage, et surtout, par exemple, quand tu fais les délimitations, comme ça, autour de ton visage, Mhm. ça fait penser au théâtre No, genre le théâtre japonais, tu sais, où c'est vraiment. Du coup, le maquillage représente l'émotion, etc. Et même au clown, tu vois. Ouais. Mhm. Et je sais pas si tu fais ce rapport-là dans ton art. Enfin, l'imagerie qu'on a du clown et de tout ce qu'il représente et qui est censé aussi être un peu, comment dire, un rejet de la société, tu vois. Genre, c'est Mhm. une façon de sortir quelque chose et qu'en Mhm. fait, le clown correspond à tout ce que nous, on n'ose pas faire et que du coup, Mhm. on le force un petit peu à faire ça, tu vois, malgré lui, tu vois. Ouais, c'est vrai. Je pense que ben, du coup, dans la première partie de l'année, quand c'était plus de me maquiller, aller dans la rue, euh, c'était toujours intéressant de voir les réactions des gens. Ouais. Du coup, il y avait quand même cette chose un peu de. C'est un peu provoquant, d'une façon, vu que Mhm. là, j'avais pas forcément de. Enfin, il n'y avait pas de spectacle, c'était pas une représentation, c'était juste moi dans la rue, il y avait quand même quelque chose d'assez provoquant. Je pense que j'aimais bien un peu, de quand les gens me regardaient, un peu de ouais, j'ai osé, mais au final, Mhm. j'ai osé quoi? C'est juste de la couleur sur mon visage. Tu vois, au Ouais, final, ouais. quand tu réfléchis plus longtemps que ça, c'est pas si. Allez, grave, ouais. ouais, c'est pas si grave. Et du coup, j'aime bien me dire que peut-être ça pourrait aussi motiver des gens à mettre cette jupe verte, je sais pas, tu Ouais, vois, qui est non, pas mais si grave. Genre, habille-toi comme tu veux. Ouais, et puis aussi, c'est Mm. la projection que les gens font de ce que tu Mhm. es, où ils se disent ah, je n'oserais pas faire ce qu'elle fait, et du Ouais. coup, je me sens mal, tu vois. Il y a aussi un peu ce Mhm. truc-là où c'est en mode oh, c'est provoquant, alors que Ouais, pas où du ça tout, les en met vrai, mal. c'est chill, tu vois. C'est- Mais justement, on parle d'autres personnes et j'ai vu que tu avais aussi un autre entourage qui faisait des performances, je pense. Mm. Sur ton Instagram, il y avait d'autres personnes, genre des hommes aussi Que j'ai maquillé et tout. Oh, je pense, oui. Ah oui. C'était en anglais tout, donc des fois j'étais un peu en mode est-ce que je comprends bien tout? Mais justement, est-ce que vous, enfin, cet entourage-là, est-ce qu'il y a des personnalités peut-être connues qui vous inspirent? Est-ce qu'il y a des exemples dans ce domaine-là qui sont vraiment inspirants? Hmm, bonne question. Bah, j'ai l'impression que je sais pas si j'ai vraiment vu des personnes se maquiller le visage qui m'ont forcément inspiré à faire ça. J'ai l'impression que juste en règle générale, les personnes qui m'entourent, je les apprécie parce qu'ils sont aussi eux-mêmes. Et c'est vraiment plutôt ça, cette ode à Hmm. à Ouais, c'est l'authenticité, ça, ouais. à juste à créer, à oser. Euh, ouais, j'ai l'impression. Ok, très bien. Mais ouais, moi, je trouve ça génial. Ouais, moi aussi, je trouve ça trop Je bien. trouve ça Ce trop, truc trop cool. d'instinct, enfin, juste de faire ce que tu as envie de faire, c'est trop C'est cool. chouette. Ouais, C'est ouais, trop ouais, cool. à fond. Voilà. Léa, on t'a plus entendu depuis un moment. Qu'est-ce qui s'est passé? Putain. J'écoute. Alors Je dis-nous, m'entraîne, c'est intéressant. dis-nous Léa, J'aime beaucoup. coordinatrice Coordinatrice. de projet chez Coren Bake. Ouais. Ça consiste en quoi? Ça consiste en tout et en rien. C'est une structure qui émane de l'occupation temporaire, où en fait on fait tout et rien. Donc on a très peu de contraintes institutionnelles. C'est une sorte de maison de quartier alternative où on remplit le lieu en fait en fonction des envies et des impulsions du quartier, et avec lesquelles on jongle et on invente des choses. Donc moi, ce que je fais, c'est être à l'écoute beaucoup de base. C'est être à l'écoute, d'essayer de capter vraiment qu'est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils ont envie. Et quand je dis on, eux, enfin, qu'est-ce qu'ils ont besoin, eux, c'est les personnes du quartier, c'est les collectifs, c'est d'une petite gamine de 6 ans à à un papy de 70 ans, juste toutes les personnes qui viennent à ma rencontre, et essayer d'entendre et de capter qu'est-ce qui les fait vibrer eux et comment est-ce que je peux, avec le lieu que je gère, mettre à disposition de l'espace, premièrement, de l'accompagnement logistique pour pouvoir réaliser ces rêves-là. Donc ça, c'est un premier gros volet
de mon travail. Et ça demande juste d'être très attentif et de connaître son terrain. Et puis, il y a tout le travail de jeunesse qui vient avec. C'est un lieu qui est dans le haut de Molenbeek, près de la piscine de Molenbeek, qui est composé de beaucoup de blocs sociaux, et il y a très peu de maisons de jeunes. Genre dans le bas de Molenbeek, beaucoup de maisons de jeunes, beaucoup de structures, mais dans le haut de Molenbeek, il y a quasi rien. Et donc, de façon assez naturelle, c'est un lieu qui s'est composé de 90% de jeunes. De très petits enfants à des jeunes, genre on va dire max 25 ans. Et donc c'est du travail jeunesse de tous les jours. C'est essayer de répondre aux problèmes, essayer de répondre aux besoins, essayer de leur offrir un espace où ils se sentent bien, où ils se sentent légers, où ils peuvent s'amuser aussi, ou juste pas devoir réfléchir à toutes les contraintes de la vie, mais pouvoir lâcher prise, pouvoir aussi être vraiment dans... À l'instar de beaucoup de structures de jeunesse, nous, je dis très rarement non. C'est-à-dire que pour moi, tout est possible et je fais confiance dès le plus jeune âge aux jeunes de pouvoir délimiter leurs limites par eux-mêmes. Et donc, c'est l'idée aussi d'offrir un lieu où l'expérimentation totale est possible et où on peut tester jusqu'au bout qu'est-ce que c'est de essayer quelque chose, qu'est-ce que c'est d'être jeune, qu'est-ce que c'est de jouer, tu vois, moi parfois il y en a qui se jettent de 2 étages sur des coussins et je vais pas dire stop, genre je vais être là en mode ok, on va mettre quelques coussins en plus pour que ce soit un peu plus safe, mais essayer de juste écouter où ils en sont et qu'est-ce qu'ils ont besoin eux pour s'exprimer, expérimenter. Okay. Donc c'est un peu contraire, enfin on a une pratique très contraire dans le sens où moi, ça va être très désindividualisé. Genre, ma personne est quasi inexistante. Enfin, je suis un peu le lien entre tout ce qui se passe, mais ma personne, elle va être très inexistante et je vais être très, très fort dans le partage, dans le truc de, justement, tout ce que j'ai et tout ce que j'ai accompli jusqu'aujourd'hui, je le sors de moi pour le donner aux gens autour de moi. Que ce soit dans les liens que je fais entre les différents projets, dans les liens entre mes jeunes, enfin, vraiment tout. Donc, financièrement, ma carte de banque qui tourne entre tout le monde. Enfin, à tous les niveaux, on me dépouille tous les jours. et donc, il y a un truc très... Ouais, enfin, la personne, elle est importante. Je pense que je le remarque quand je suis pas là pendant un moment. Quand, voilà, il y a quand même une personnification. Mais au contraire, enfin, de toi, c'est que moi, tout ce qui va m'angoisser, tout ce qui va me travailler comme émotion, je vais plutôt essayer de les rendre et les mettre tout de suite dans la collectivité et dans les autres pour me sentir mieux moi et pour pouvoir m'exprimer moi. Donc, c'est-à-dire, il y a quelque chose dans la société qui me frustre, je sais pas, moi, ça peut être, ok, je vois que, ça vient de trucs très primaires, hein, je vois que mes jeunes, ils ont faim, ou je suis frustrée, je suis là en mode putain, je peux pas, je sais pas comment faire, bah vas-y, à partir de maintenant on fait des ateliers cuisine tous les après-midi et au moins tout le monde mange, tu vois. Et donc d'une frustration et d'une douleur interne qui est de pas pouvoir répondre à certaines choses de la société et du monde dans lequel on vit, je vais essayer de dédouaner. Mais c'est marrant parce qu'au final, genre, même si vous êtes dans des procédés complètement extrêmes, au final, vous avez une relation problème-solution qui est un peu la même, tu vois. C'est-à-dire, de la frustration naît une solution, tu vois. C'est-à-dire, je pense, enfin, ce que je reconnais beaucoup dans ce que tu dis, c'est un moyen de sortir ce qui nous habite. C'est de extérioriser, c'est que moi, je peux pas rester assise, genre, je dois trouver une solution rapide. Genre, il n'y a pas moyen de rester pendant 2-3 jours frustré par une problématique. Et je dis pas du tout que j'apporte la solution. Mais je dis que je peux toujours mettre des pions, mettre des petites impulses à gauche, à droite qui permettent de répondre à une frustration qui est au final hyper égocentrique et personnelle, tu vois, et qui est un peu genre white savior, nanana, je vais... Enfin, il y a de ça, il y a bien sûr des trucs de... Je suis hyper privilégiée, j'ai reçu tout un paquet de trucs avec comment j'ai grandi, c'est-à-dire que depuis que je suis née, en fait, j'ai beaucoup de portes qui sont ouvertes et beaucoup de possibilités. Et donc, c'est comment est-ce qu'on équilibre toutes les opportunités que moi j'ai eues, que eux ils n'ont pas eues, et comment on remet la balance à zéro dans un certain cas. Et Mais après, je trouve ça très beau aussi que même en tant que, enfin, même si tu considères que ça fait aussi très white savior et tout, tu vois, tu utilises tes privilèges pour réussir à distribuer aussi, tu vois, genre tes privilèges d'une certaine façon, tu vois, même si on sait que ça sera jamais égal tant qu'on travaillera pas plus la société, c'est aussi très beau ce que tu fais par rapport à ça, tu vois. On essaye, hein. On essaye, on n'est pas tout seul. Je pense qu'il faut aussi se rendre compte de tout le... Comment dire,
tout le milieu, le réseau de personnes, c'est même pas palpable en termes de personnes, mais c'est une naissance de plein de petits trucs électriques qui se passent et qui font en sorte qu'une réponse collective peut être trouvée à certaines problématiques. Et moi, je suis juste un pion dans cet organisme de gens qui essayent à leur façon, avec ce qu'eux, ils ont reçu, avec certainement beaucoup leurs privilèges aussi, répondre à certaines choses et prendre un chemin qui rejoint le rond-point, mais qui sont différents trucs, quoi, parce qu'on vient tous pas de la même maison. Mais justement, toi, ça fait longtemps que tu fais ça? Moi, ça fait l'organisation pour laquelle je travaille. Pour ToStand, J'étais bénévole, j'ai commencé, j'avais 15 ans. Ah oui, on faisait une action contre la réappropriation de l'espace public. Et moi, c'était très simple. C'était juste, je traînais beaucoup à Sainte-Catherine, là où une partie où j'ai grandi, où ma mère habite, où j'ai fait ma scolarité. Et la place de Sainte-Catherine, où il y a le Nord, où il y a tous les restos. Elle était de plus en plus privatisée. C'est-à-dire qu'il y avait de plus en plus de terrasses, il y avait de plus en plus d'espaces qui étaient pris. Et en fait, ça nous cassait les couilles. Enfin, on était énervés. Genre, on pouvait plus jouer au foot, on pouvait plus boire nos bières, on pouvait plus. Non, mais c'est bête. Mais t'as complètement raison. Ça partait de là, en fait. C'était que de plus en plus, notre espace, qui est un espace public, qui est en plus de ça un espace pour lequel on paye tous en tant que contribuables. Enfin, bref, tu vois. C'était un espace qui était de plus en plus mangé et bouffé par la privatisation et par des personnes qui n'avaient pas du tout l'intérêt collectif. Et donc de là est passé un été d'action qui a ramené plus que 2500 personnes sur la place, enfin plein de collectifs, de rap, il y a eu 1 milliard de trucs qui se sont passés et toutes les nuits, j'allais dans les hangars de ToStand construire des bancs que la nuit on allait poser sur la place, on les mettait dans le sol et on se disait ok maintenant on refait la place quoi. Ou on boycottait les tables, on essayait de trouver un moyen. Donc comme ça je suis rentrée dans l'organisation. Et j'ai été bénévole pour ça pendant longtemps. Et puis, j'ai été bénévole à gauche là et à gauche là. Et puis, toute problématique sociale qui touche ma ville, au final, je me suis engagée très rapidement à faire des choses qui étaient dans l'ordre de mes capacités à moi et de pouvoir rendre et donner quelque chose à ce niveau-là. Mais c'est marrant parce que je trouve, encore une fois, ça fait un lien sur la réappropriation de l'espace public, tu vois. Ouais, c'est-à-dire que c'est le dernier espace dans lequel on essaye d'empêcher les gens de se rencontrer entre classes et que toi, à travers tes maquillages, tu dis, bon, bah, je suis là, j'existe. Et toi, c'est à travers le mobilier urbain que tu dis, on est là, on existe, tu vois. Ouais. Et je trouve ça très marrant qu'au final, même à travers des choses qui sont complètement différentes, c'est ça la beauté de Crossover aussi, j'ai envie de dire. Voilà, c'est ça qui est incroyable chez Crossover. Mais c'est qu'on arrive quand même à tisser des liens, alors qu'a priori, on pourrait se dire, mais ça n'a rien à voir. Voilà. Tu vois. Incroyable. Mais justement, moi, je voulais savoir, c'est plus une question pour vous deux. Du coup, toi, c'est un peu plus centré aussi, mais est-ce que vous vous sentez aidé ou porté par votre ville, du coup? Est-ce que vous êtes, par exemple, toi, plus niveau financement, je pense, et toi-même, au niveau peut-être opportunité de montrer ce que tu fais ou autre? Une de vous deux. Pour l'instant, j'ai l'impression que je me suis plus sentie portée par ma communauté et du coup, des gens qui, je sais pas, les gens autour de moi et du coup, qui étaient du coup à Bruxelles et du coup, ça m'a permis de faire quand même pas mal de choses cette année dans Bruxelles. Après, moi, je suis pas très bonne en administration. Du coup, genre... Sûrement le problème de tous les artistes. Tu vois. Du coup, pour être portée par la ville, il faudrait que je tape des trucs. Des emails et toutes sortes de choses. C'est la future étape, je crois. Et je pourrais vous répondre. Mais sinon j'ai l'impression que j'étais quand même assez reconnaissant pour l'année passée, les personnes ici à Bruxelles qui m'ont contacté pour faire des choses. Et du coup, ça, je trouve ça... je suis très reconnaissante d'être à Bruxelles pour ça et que les gens soient là. Moi, je pense que je pars d'une base solide. C'est-à-dire que mes 2 parents sont artistes à Bruxelles, ils connaissent beaucoup de gens. Mon père est néerlandophone, ma mère est francophone, donc déjà je fais partie des 2 communautés existantes à Bruxelles. Et je pense que pour se faire aider, il faut beaucoup aider les gens d'abord. C'est-à-dire que les choses, elles reviennent. Mais je me suis mouillée pendant des années. J'ai fait beaucoup de choses qui m'ont physiquement, mentalement, à tous les niveaux, mise en précarité et en danger. Tu étais dans la prise de risque, vraiment. Quoi. Vraiment dans la prise de risque. Et je pense que cette prise de risque-là, aujourd'hui, elle paye. Je suis coordinatrice d'un projet, j'ai 25 ans. C'est énorme, c'est trop stylé, tu vois. Et est-ce qu'on a assez d'argent? Non, pas du tout. Est-ce que c'est la précarité totale? Ouais, comme tout travailleur social et comme toute structure, je pense, qui essaye de
de combattre le capitalisme. J'adore. Non, comme toute structure qui essaye de combattre l'hégémonie de la société dans laquelle on vit, quoi. Et ça, c'est sûr que je pense qu'aujourd'hui, par le fait que j'ai beaucoup d'outils en main, les 2 langues, je connais énormément de personnes dans le milieu, même en dehors du milieu, dans tous les milieux, j'arrive à trouver des brèches dans le système qui me permettent de pouvoir faire exister ce que j'ai envie de faire exister. Je sais où aller gratter de l'argent, je sais comment écrire pour avoir de l'argent, je sais à quel moment quel argent fait surface et je sais convaincre aussi. Enfin, c'est-à-dire sûr, mais ça, c'est que énorme. putain, je suis convaincue de ce que je suis en train de faire, c'est la bonne chose. Ouais, bien Et il n'y a sûr. personne qui va m'arrêter de pas pouvoir faire ce que je pense qui est bien pour le monde dans lequel je vis. Et ça, c'est la base, la confiance, quoi. Il faut avoir confiance en soi. C'est que les choses, elles viennent pas vers soi. Oui, Fa- faut aller toute les seule. chercher. Faut aller les chercher, Ouais, toujours. bien sûr, bien sûr. Comme vous. Ouais, Vous êtes c'est allés nous ça. chercher. Mais, Exactement. justement, tu parles du fait que toi, tu as peut-être eu plus de portes ouvertes pour exercer ça. Qu'est-ce que tu pourrais dire, par exemple, à quelqu'un qui sent l'envie de vouloir aider sa ville, mais qui pense qu'il n'a pas spécialement les capacités ou le temps pour faire les bonnes choses? Ça va vraiment... comment dire? Je pense qu'il faut enlever déjà beaucoup d'ego. Aider sa ville, ça peut commencer dans sa rue, ça peut commencer avec un bon rapport avec ses voisins, ça peut commencer avec des très petites choses qu'on met en place à une échelle micro, et qui donne absolument pas de retour. Donc, c'est-à-dire qu'il y a personne qui va dire bravo, t'as géré, t'as fait un super truc pour le monde. Mais tu le fais quand même, et t'es quand même en train de t'engager. Donc, je pense que si tu veux vraiment aider quelque chose et émanciper une problématique qui te tient à cœur, c'est aussi de mettre un peu d'ego de côté, de se dire que, ok, je le fais et je suis conscient que c'est avec beaucoup de générosité que je le fais et que je ne vais pas forcément avoir quelque chose en retour. Parce que si tu le fais déjà pour avoir en retour, pour qui tu le fais? Voilà. Mais j'ai une petite question. Je me demande quelles sont... Enfin, je suppose qu'il doit quand même avoir des choses que tu reçois en retour. Ça m'intéresse de savoir quelles sont les petites actions qui te poussent ou qui te donnent la force de... Ce que tu disais un peu, ça me dépouille, mais je sais que c'est un terme et que tu as d'office beaucoup d'amour dans ce que tu fais. Je me demande si tu as des exemples ou des choses qui te remplissent. Souvent, on a ces trucs avec notre équipe. Donc, nous, à Toussaint, c'est la SBL pour laquelle je travaille. On a plusieurs pôles. C'est-à-dire qu'on a plusieurs projets dans différents quartiers de Bruxelles et on fait souvent des réunions d'équipe où on est là. C'est quoi ton plus beau moment de la semaine? Et c'est vraiment les moments les plus simples. C'est le fait que, je sais pas, moi, par exemple, il y a un gars avec qui je travaille, un gars qui vient beaucoup à mon lieu, qui systématiquement, pendant 1 an, donc la première année où je travaillais à mon lieu, il me cassait les vitres toutes les semaines pour voler, pour... Ouais, casser. Genre, il me dépouillait littéralement, genre tout le lieu, alors que c'est un lieu très précaire de base. Et en fait, maintenant, ce gars-là, c'est un gars qui vient à 10h du matin pour boire le café avec moi, pour parler pendant 30-40 minutes. C'est le gars qui vient aider de façon bénévole à gratter le sol pendant 6 heures parce qu'on ouvre un nouvel espace. Et donc ça, c'est l'accomplissement total. C'est pas des mots, c'est pas des trucs, mais c'est de voir ce switch en peu de temps de changement de mentalité, de changement d'approche et de partage et d'amour entre nous. C'est les câlins aussi. C'est du réel, ouais. Ouais, c'est le réel. C'est vraiment le concret et le réel. Et puis, je pense que d'un point de vue hyper personnel, c'est les opportunités qui s'ouvrent à moi. Comme je t'ai dit, genre là, le fait d'avoir reçu d'une association pour laquelle j'étais bénévole pendant longtemps un poste à beaucoup de responsabilités, qui vient aussi avec un salaire, qui est un bon salaire, qui est chouette à avoir à partir d'un moment quand tu as fait X années d'études, quand tu as fait ça, quand tu as fait ça. Ça, c'est aussi des choses où je me dis, ok, c'est bon, il y a des gens qui me font confiance, sinon je ne serais pas à cet endroit-là. Et j'ai les cartes en main. Avec cette confiance-là, j'ai reçu des cartes en main qui me permettent de faire des choses qui sont moi et qui sont de l'ordre de ce qui me semble nécessaire. Mais ça, je trouve ça grave marrant que tu parles du rapport aussi à la confiance que tu as en toi. Et je me demandais, toi, Leïla, genre, désolé, je te prends un peu en... Mais justement, vu que tu as aussi un travail sur l'espace public, ton rapport à la confiance en soi, sur le fait de s'assumer en public, comment tu le vis à travers ces maquillages et tout, enfin, c'est quoi ton rapport à ça, en fait? Du coup, je pense que c'est le maquillage ou peut-être tout le rituel qui est avant, le fait de se préparer
Et en fait, de savoir que peut-être si j'avais pas le maquillage, la même tenue, j'aurais regardé un peu le regard des gens. Mais là, c'est un peu le truc de rôle. Du coup, je fais un peu taire cette voix qui pourrait se dire pourquoi pas, pourquoi elle a regardé. Et du coup, ça m'aide à prendre confiance en moi. Je pense qu'il y a plein de moments, là, cette année, quand j'ai performé pour la première fois, c'était en septembre, vraiment avec la scène et tout. J'étais un peu aussi en mode, wow, je me rappelais il y a quelques mois ou quelques années, et jamais j'aurais Ouais. pensé que j'allais faire ça. Mais c'est tellement le fait d'avoir commencé à avoir mis ce maquillage et ce masque en fait, j'y crois. J'y crois tellement que, en fait, on va tous y croire, c'est comme ça et tout. Ou même, j'y crois tellement que je me demande même pas si vous allez y croire ou pas. Ouais. C'était plutôt ce truc-là, je pense. Et ouais, c'est un peu venu comme ça. Mais du coup, Leïla, elle doute beaucoup, quoi. Mais Ouais. c'est juste, c'est l'autre mood qui. Ouais, ce que j'allais dire, tu fais vraiment la distinction dans ta tête au moment où tu passes dans l'autre perso, tu sais que t'es l'autre perso à 100%, il y a vraiment rien, il y a aucun reste entre guillemets de Y a l'ancien. rien. Non, mais Elle est plus là, elle existe plus. Elle est de devenue l'autre perso, transparente. des doutes par exemple, du manque de confiance qui peut te déteindre sur Lilou. Sur Lilo, du coup, si c'est par exemple pour une performance qui est de 15 minutes, non, il n'y a pas. Il y a eu tout le stress avant, Ouais. les minutes avant, mais à partir du moment, c'est aussi de si j'ai envie de partager cette forme d'authenticité parce qu'aussi dans les performances, ce que je ressens que j'ai envie de partager, c'est aussi ok, on est tous ensemble, venez, on se regarde, venez, on s'aime. C'est un truc un peu genre, j'ai pas envie de commencer à douter. Et du coup, là, je suis à 100%. Je suis à 100% dedans. Après, si je suis dans la rue pendant 1 heure, il y a des moments où des gens me parlent et je pars un peu, tu vois. Et après, mais du coup, j'ai réalisé que dans ces moments-là, j'aimais bien que mon personnage parle pas. Et au fur et à mesure de sortir dehors, je limitais un peu les interactions avec les gens. Parce qu'au début, peut-être, il y avait un peu ce côté clown, où genre, du coup, je suis dans l'espace public, on veut me faire des blagues et tout, mais en fait, j'ai pas envie d'entendre tes blagues tout le temps. Du coup, après, dans les interventions plus longues où je suis dehors, c'était plutôt... je reste un peu focus. Je parle pas trop. Peut-être je souris, je montre que je suis pas méchant, mais... Ouais. C'est marrant du coup parce que tu es dans ce rapport à l'espace public où du coup tu es présent dans l'espace public, mais tu crées quand même une barrière entre toi et les gens où il n'y a pas de communication possible si ce n'est celle du regard, tu vois, d'échange de regard comme tu parlais, tu vois. Et ça me fait penser un petit peu à... Peut-être que toi, tu dois connaître. C'était une troupe qui faisait ça à Bruxelles pendant un moment qui s'appelait La Meute. Et du coup, c'était des gens qui se réapproprient l'espace public en faisant comme si c'était des animaux. C'est-à-dire qu'ils se mettent à courir et vraiment en mode genre, ils traversent l'espace public en étant sur 4 pattes et ils viennent renifler les gens et ils viennent, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, je trouve ça marrant, toutes les possibilités qu'on a de récupérer l'espace public, tu vois, que ce soit à travers le mobilier urbain, que ce soit à travers le maquillage, que ce soit à travers carrément d'aller provoquer le mec en lui reniflant le nez, tu vois, genre, tu vois ce que je veux dire. Et je pense que aussi le fait d'être un peu moins... de moins parler, c'est aussi un peu ce côté, je sais pas si on peut le dire, mais genre, on ce truc un peu de devenir animal ou devenir... du coup, devenir son instinct, devenir son aura. Mais du coup, ce serait pas forcément dans la performance d'aller imiter un animal, mais un peu plus, comme on disait, avec l'aura. Et du coup, c'est un peu en mode retravailler les codes sociaux de pourquoi est-ce que ce serait en te parlant et en discutant que vraiment je vais représenter l'énergie que je voudrais représenter. Peut-être que juste je peux te donner de l'amour ou de la bienveillance sans parler et juste en un regard. Et du coup, c'est plus aussi... Mais moi, ce que je kiffe trop, ce que je trouve super intéressant dans ce que tu disais là tantôt aussi, c'est on a l'habitude de se maquiller et de s'adapter pour justement se fondre dans la masse, pour faire partie d'un ensemble, comme moi, je vais mettre un training au travail pour me faire respecter par Dréré, mais je mets pas de training en dehors, tu vois. Genre, je veux dire, souvent, c'est le processus inversé. Et je kiffe le fait que tu vas justement pour être plus proche de toi, pour justement te défaire de ces moules, de ces trucs, te maquiller et te transformer en fait, à l'instar où la majorité des gens se transforment pour faire partie. Ouais, moi aussi, je trouve ça fun. J'adore. J'imagine la demande de subvention, tu sais. Moi, je trouve ça fun. Je trouve ça fun. Voilà. J'écris pas de dossier. C'est vraiment... mais ouais, je pense que c'était aussi lié à un travail mental, en fait. J'ai l'impression que c'est vraiment aussi arrivé où la dernière année à l'école, où là, j'ai dû un peu suivre une thérapie et me retrouver avec moi-même. Et c'était un peu après, c'est devenu obligatoire, quoi. En mode, je vais bien si je m'exprime, si je m'exprime pas, je vais pas bien.
c'est devenu un peu lié. Ouais. Mais le parallèle avec le clown, il est intéressant. Hein. Toi, tu le fais beaucoup, mais le clown de base, c'est. Genre, moi, j'ai fait un déjà, peu il de parle clown. pas en plus, tu vois. Mais si, il y a des Enfin, clowns. oui, il y a des juste... clowns qui parlent, en fait, tu vois. le clown, c'est vraiment Ah oui. ta personne sans ses limites, sans ses Ouais. limitations. Tu vois, le clown, c'est vraiment l'excentrication de ta personne sans se mettre les limites. Et donc, le clown prend plein de formes différentes. Et j'aime trop comment tu l'approches parce qu'au final, comment tu parles de ton personnage, c'est une forme de clown dans l'art, tu vois, dans l'expression de l'art. Et c'est exactement ce que Ouais, fait un bien clown, sûr, quoi. sûr. Et c'est repousser les limites de ce que tu peux être vraiment, quoi. Et c'est en soi, je pense que toutes les personnes devraient aspirer à être ça, Leur être le clown. meilleur de Et tu vois, c'est une leur thérapie clown. de fou. Ouais, Ouais, de ouais, dingue. de ouf. Et Trop même, important. d'un point de vue thérapeutique, je pense que ça doit, genre, j'ai fait un peu des cours de clown à un moment où j'avais pas confiance en moi. Et d'un point de vue thérapeutique, ça m'a trop aidé parce que ça m'a permis de me retrouver moi sans les limitations et de me rendre compte en fait de ok, la Léa qui veut être à son potentiel, en fait elle est comme ça, genre si Ouais. elle lâche prise en fait de tous les cancans qu'elle s'est mis, de tous les trucs qu'elle a vécu. Et donc c'est grave intéressant d'un point de vue thérapeutique de dire ok, c'est aussi joint en fait avec un parcours personnel et avec une traversée personnelle, quoi. Et ce qui est marrant, c'est aussi, en tout cas, peut-être d'office pour les clowns aussi, c'est aussi un peu lâcher prise, mais après t'as pris la tête. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est un peu, tu crées le moment pour te lâcher prise, mais avant ça, il y a eu tellement de configurations à mettre. Du coup, je trouve ça aussi un peu magique, ce moment où t'es avec les gens. Ben, c'est le seul moment où toi aussi, tu t'autorises à enfin être ce que t'avais prévu d'être depuis des semaines ou des... Tu fais le vide en soi. Ouais, c'est le moment où t'es là. Ouais, c'est une ça forme de y est. méditation aussi. Ouais, un ouais, petit c'est ça, peu, tu vois. exactement. Je me demandais, est-ce que pendant ces 15 minutes, parfois 1 heure et tout, est-ce que t'as pas des blackouts, tu vois? Genre comme quand tu montes sur scène et tu vois le truc qui s'est... En fait, tu l'as vécu, mais t'en sors il et t'as paraît zéro genre, souvenir, ouais. tu vois. T'es... À la fin, non, parce que en vrai, dans les performances que j'ai fait, là, il y avait beaucoup de regards avec les gens. Du coup, c'était aussi un peu le truc de. Il y a souvent une bande-son, du coup, j'ai raconté un poème. Bon, peut-être pour la première, elle s'appelait L'île au soleil. Et il y avait. Comme une île au soleil, pas comme le nom. Du coup, il y avait une bande-son. Et c'était la première fois que j'étais sur scène. Donc, en vrai, je savais pas ce que j'allais faire. Mais j'étais un peu en mode, bon, tout est préparé. Je suis là. Et en fait, je n'oublie pas parce que je me rappelle des gens. Les gens me regardent et en fait, je suis pas en mode je nie. Je suis vraiment en mode je regarde les gens. Et il y a des gens où, quand ils veulent bien, on se tenait la main. C'est vraiment, je prends leur énergie et je les regarde dans les yeux. Et que des fois, je les vois dans la rue, je suis en mode, mais ça va. Génial. Tu vois, je t'ai peut-être tenu la main. Donne-moi ta main. Je veux bien quelqu'un qui revient et qui la voit. C'est bizarre hors Connect. contexte de revenir comme ça en mode. Il peut venir se reconnecter. J'en ai besoin. Il t'envoie des messages. J'ai besoin de me reconnecter. Franchement, je pourrais. Ce serait bizarre, mais je pourrais là, s'il te plaît. Ça fait tellement du bien. Du coup, je peux pas aller à la fin. Peut-être je me rappelle jamais de ce que ça a donné dans le gros, mais en tout cas, j'ai quand même un souvenir assez précis ou en tout cas une bonne mémoire des énergies qui sont échangées et des moments. C'est plus comme ça que je m'en rappelle, des regards que j'ai eu avec les gens. Il y a des moments où j'avais déjà vu une fille, elle pleurait, j'étais là, oh et tout. Du coup, c'était vraiment en mode. J'allais dire, tu ressens les mauvaises énergies? Genre, tu ressens quelqu'un qui a l'air mauvais? Quand je suis stressée ou que j'ai l'impression que les gens rigolent de moi ou tu vois que j'y vais les voir. Je suis en mode, si je sens que c'est bizarre, je m'approche et du coup je suis en mode, quitte à ce que pour pas passer un mauvais moment, quitte à ce que peut-être pire rigole devant moi, tu vois, à un moment je sais que tu rigoles de moi et tout, et souvent après je m'approche et du coup je vois qu'ils me regardent, après j'essaie de, je sais pas, on se regarde, on est là, et cool, tu m'écoutes. Je suis juste ouais, tu confrontes tes peurs en vrai, tu rentres dedans, non, là je suis Lilo. Et même tu peux faire changer la mentalité de la personne au final. Je pense si par exemple là il se moque de toi et que tu t'arrives devant lui en mode tu t'assumes à 100%, il se dit putain merde, cette personne s'assume bien plus que moi. Ouais, tu vois. bien sûr. Ça peut les inspirer aussi. Ouais. Il y a déjà eu des gens qui rigolaient d'une vidéo où j'étais pas en bleu et étaient là, c'est Avatar ou quoi, j'étais là, c'est moi. Et ça met plus les gens mal à l'aise que ça met les gens plus mal à l'aise que moi, c'est vrai. Et tu gères plutôt bien du coup quand ça part plus dans les critiques, dans les retours négatifs. Ouais. T'en fous quoi. Ouais, si c'est vraiment un truc par rapport genre Avatar tu vois, des blagues comme ça, je suis en mode si tu veux. Je sais même pas quoi dire. Je comprends. En vrai, c'est stylé Avatar, hein, donc ouais, moi c'est je stylé valide. Avatar. Ouais, c'est ça. C'est pas trop le. Je suis en mode c'est ta référence, pourquoi pas. Ouais, vraiment. Non, ça va. Et genre Ouais, ça une performance que tu rêves de faire ou vraiment un truc
pour l'instant, tu peux pas le faire, mais t'aimerais bien le faire? Ouh, il y en a quand même pas mal. Let's go. Génial. Pas mal. Je vais vous dire là. Ah, bah Ah ouais. ouais. Non. On arrête là. Bah, je réfléchis. Attends, qu'est-ce que je peux dire? Je peux pas trop raconter tous mes rêves. Mais non, bah là, en vrai, j'aimerais bien pouvoir travailler sur une performance plus longue et qui puisse avoir plusieurs actes. Quelque chose qui serait peut-être plus de l'ordre du spectacle. Je me suis rappelé que quand j'étais petite, j'aimais trop faire des chorégraphies, monter des spectacles. C'est le moment. Du coup, ouais, peut-être incorporer plus de danse. Ouais. Tu fais de Là, la danse de base? je dansais quand j'étais plus jeune. Et là, récemment, pour un projet d'un ami, je me suis remis à danser. Et ça me... Bon, en tout cas, bouger son corps, c'est quelque chose qui me plaît. Bah, je pense que ça va dans la suite de ce que tu veux faire, Là, dans d'être la suite. bien avec soi-même complètement. Donc, Exactement. Et du coup, même plus dans la chanson aussi, pour accompagner. En fait, j'aimerais tout faire. un personnage complet, quoi. J'ai fait des études de textile, du coup, ben, il y a aussi cette idée qui me plairait de pouvoir remplir la pièce de tapisserie, enfin que ce soit vraiment en mode tu rentres dans mon monde, Monde, mais ouais. que j'ai pu décider limite, je sais pas, il y a à De manger, chaque détail, le ouais, thé, ouais. tu vois, que tous les tasses, Ouais, là, il n'y a rien d'autre. Tout que est... je suis en mode bienvenue chez moi. Mais c'est marrant parce que du coup, après avoir travaillé ta persona dans un espace public, du coup, tu les amènerais à l'intérieur et du coup, tu pourrais encore plus maîtriser, tu vois, la venue du personnage. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je trouve ça peut être très très stylé. Ça peut être très très stylé. C'est vrai, mais c'était quand en juin, j'avais été invitée, c'était au CAI pour la fermeture du bâtiment qui était à Isère. Du coup, il y avait un lieu en fait et je pouvais en faire un peu, je sais pas comment expliquer, pas un peu ce que je voulais, mais si en vrai c'était un peu un projet de scénographie. Et là, ça s'appelait la Maison de Lilo et c'était un peu déjà cette première idée. Il y avait du coup un espace karaoké, il y avait un espace que j'avais tout aménagé, donc c'était vraiment plus de la scéno. Et c'était aussi intéressant, après avoir rencontré ce personnage, de me demander dans les magasins de seconde main en mode quelle tasse irait chez elle. Et j'étais là, oui, cette tasse. Il y avait vraiment du thé, il y avait un gâteau. Me demander quel canapé. Et c'était vraiment reconstruire sa maison. C'était déjà un début de on rentre dans un univers. Voilà. C'est trop stylé. Je trouve ça trop cool comme processus mental. Tu sais, de s'imaginer une histoire qui n'est pas forcément tienne, mais que tu as envie de raconter, tu vois. Et donc, tu te retrouves à devoir choisir tout un tas de trucs, tu vois. Enfin, c'est coup, c'était réel. Pendant 2 jours, voilà, c'était tu vraiment vois. la maison de Ouais, Lilo. et Il y avait ça- mes amis, ma famille. J'étais là. et ça fait un peu jeu vidéo, tu vois. Il y a un peu ce Mhm. délire de roleplay, tu vois, où De ouf. t'incarnes une histoire qui n'est pas forcément la tienne, mais tu vas l'incarner à 100% et tu vas Mhm. essayer de raconter une histoire et de vivre une histoire au maximum. Je trouve, enfin, tu vois, ça fait Heroic Fantasy, tu vois, limite. Tu vois, Mon ça- rêve, qui est un jeu vidéo de Lilo. Un jour. Ah ouais, Ce serait incroyable. cool. Ce serait cool. On a peut-être Poirot dans le chat qui peut t'aider. Ah ouais, qu'on c'est a clair. qu'on a invité en fait, c'était dans la Dans dernière l'épisode émission. 2. On fait un bisou à Poirot qui développe justement des jeux vidéo. Ça pourrait l'intéresser, ce genre de truc. Ah, il a dit plug. Ouais, voilà. On y va. Et du coup, il avait dit que tu avais le Haki des Rois. Je sais pas si tu connais One Piece. Non. Ah, du coup, c'est un Je vais très faire des recherches. Tu vas il a dit big collab. Ok, bah on va vous connecter très très bientôt. Ça se fait à fond. Et du coup, toi, Léa, vous avez un projet de rêve en tête avec Corinne Beck et que tu vas devoir dévoiler en exclusivité devant tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a comme projet de rêve? Non, t'es je pas pense encore- que juste le but de Corombek, justement, c'est de faire en sorte que les rêves peuvent être concrets et réalisés avec les moyens et ce qu'on a autour de nous. Donc c'est un peu justement genre rêver gros et voyons comment on peut concrétiser ça dans le réel. Ça c'est un truc. Et puis beaucoup de rêves, hein. Enfin, Pas un gros truc que vous avez en tête depuis un moment, mais qui pour l'instant c'est pas possible à mettre en place malgré les contacts et les Vous deux n'êtes pas trop langues. superstitieux, vous. quoi? Non. De dire ses rêves? Ouais. Non, il faut rêver, Ouais. pour pouvoir faire bouger les choses. Même pour y croire, j'ai l'impression. Il y a différents trucs. En fait, mes rêves, c'est plus mes rêves. C'est-à-dire que là, les exemples que j'ai, c'est les rêves de mes jeunes, c'est les rêves des gens autour de moi. Genre, par exemple, T'as plein de rêves. là, on va faire un gros... Comment ça s'appelle encore la foire des mangas comme ça Medinasia. La Medinasia. En gros, là, ils sont trop fans de la Medinasia, mais c'est trop cher. Pour plein de trucs, donc ils veulent refaire une Medinasia à Corombek. Voilà, c'est un rêve, c'est un gros projet sur lequel on travaille.
refaire une Médinasia, mais une Médinasia schlagos, c'est une Médinasia accessible. Médinasia de la cité. Après, C'est stylé, ouais. ouais. Ça tue. Non, le rêve, c'est de voir le lieu, en fait, de plus devoir exister. C'est de Ouais. voir le lieu tourner H24, 7 jours sur 7, de façon indépendante, que tout le monde trouve sa place, que tout le monde trouve un moyen de pouvoir s'exprimer, de réaliser ses rêves, et que moi, mon travail devienne superflu. Ouais, c'est ça. Au Ça, chômage, c'est mon quoi. rêve. Au chômage, Ouais, carrément. Ah, je comprends. Non, Tâche terminée, quoi. Mission. Ouais, c'est ça, mission terminée, de les voir évoluer, sortir de schémas qui sont durs et difficiles. Enfin, moi, je pense qu'il n'y a pas un jeune chez moi où je pense que, enfin, qui est encore scolarisé à 18 ans, enfin, c'est des réalités juste hardcore. Et mon rêve, c'est de voir leur réalité s'améliorer. Justement, j'allais te parler de ça tout à l'heure. Donc, je suppose que tu es quelqu'un de très empathique pour Très empathique. pour ça, tu Je vois. pleure tous les soirs. Mais est-ce que justement, bah voilà, est-ce que, Oh, bibou. est-ce que ça peut, enfin, c'est un atout évidemment parce Mm. que du coup, ça te permet d'aider les autres. Mais est-ce que des fois, ça te met pas mal justement d'être confronté à tout ça, tu vois? Non, c'est dur. C'est vraiment dur. Genre, ça passe par beaucoup de moments de grande solitude, de remise en question, voilà, de se rendre compte que ce que je fais à mon échelle, de toute façon, sera jamais assez pour changer de façon conséquente ce que j'ai envie de voir changer dans le monde aujourd'hui. C'est de pire en pire aussi, tout simplement. Mhm. Enfin, je veux dire, la précarité, elle augmente, les jeunes dans la dèche, elle augmente, les jeunes en difficulté, ça augmente, pas juste les jeunes, tout le monde. Mhm. Genre, voilà. C'était quoi encore la question? Genre, ah ouais, si c'est difficile, je l'ai nié exprès Ouais, pour pas y penser. Non, c'est difficile. Je pense qu'il y a beaucoup de moments où je suis obligée de... Comment dire? Moi, pour bien faire mon travail, je fais pas de séparation entre le privé et mon travail. Donc, je suis en contact permanent avec mes jeunes, c'est-à-dire jour, nuit, on m'appelle à 3h du mat parce qu'il y a un problème, j'y vais. Genre, j'ai très peu de limites au niveau du truc. C'est dangereux, j'ai fait des arrêts maladie déjà plusieurs fois. Il y a des moments où on est obligé de stopper. Mais c'est mon seul moyen de vraiment rester motivé, rester proche de pas mettre cette limite-là. Ouais, je comprends. Et je pense qu'il faut aussi juste se dire, ce qui est plus difficile pour moi, entre guillemets, genre, c'est des mots durs, hein, mais à un moment, je me voyais un peu comme un martyr, tu vois. Je me disais, Tu recevais tout. non, je me disais juste, vas-y, moi je suis super privilégiée, j'ai eu tout ça, j'ai de l'argent, pas beaucoup d'argent, mais j'ai assez pour pouvoir aller au resto de temps en temps, faire ça et ça et ça. Eux, ils ont rien. Du coup, moi, je vais tout donner pour que on rééquilibre la chose et je vais pas me poser la question de tout ce que je donne. Je me suis rendu compte que si moi je vais pas bien, je peux pas les aider et ça c'est clair et net. Je peux rien faire en fait si je vais pas bien. Donc il faut prendre soin de soi-même, il faut profiter des petites choses, il faut profiter de la vie, il faut être en off, il faut partir en week-end à Marseille, genre il faut faire des trucs qui font plaisir et je pense que je suis aussi entourée de genre aussi bien dans mon équipe que par mes amis, que par plein de gens. Je suis entourée d'un réseau d'entraide qui est incroyablement puissant et qui me permet de quand je suis triste ou quand... Ce qui me rend vraiment triste, c'est quand j'arrive plus à déployer mes capacités à moi pour solutionner certaines choses, c'est de pouvoir me dire, ben vas-y, là, let's go, toi, bouge ton cul, fais ça, et je trouve un moyen pour déléguer, faire en sorte... Même quand t'es pas là, ouais. Mm. Oh oui. Elle envoie des messages à la chef. Depuis qu'elle est passée Casse les coordonner ce couilles. projet, ouais, c'est moins chill, hein, Corinne Beck. C'est beaucoup moins chill. Incroyable. Non, mais bon, je pense que ou bien on ferme les yeux et on va bien, ou bien on ouvre les yeux et on va pas bien. Et en tant que jeune dans ce monde, c'est difficile d'aller bien. Ouais, je comprends. C'est putain de dur. Putain, C'est violent partout. Hein. Ouais, non, je comprends très bien. PH, ce serait Tu vas pas bien, toi? Mais ton moment. Moi, je fais très bien. Ce serait les gars, toujours, incroyable. Ce serait pas ton moment. On va passer à ma petite chronique. Allez. Ouais, let's go. Bateau va se mettre au poste de commande, au poste de pilotage. Encore une fois, on remercie toutes les personnes qui sont présentes sur le live.
le Tipeee. Exactement. On a un Tipeee. Je pense que Vato va pouvoir mettre le lien directement dans le chat. C'est quoi un Tipeee? Un Tipeee, du coup, c'est une. C'est comme un Kiss Kiss Bank Bank. C'est pour ramener de la... C'est pour En gros, ramener c'est de donner l'argent. de la moula parce que nous, on est des schlags, vous avez bien compris. Voilà. Léa, Si on a invité une travailleuse sociale, c'est on pas... a 2 doigts d'aller à Corenbeck pour demander son aide. Donc voilà, on a un Tipeee. Si vous voulez continuer de nous aider et de faire en sorte, on remercie Marianne d'ailleurs qui nous a donné 10 euros. Les premiers 10 euros. Exactement. Pardon. Et les derniers. d'ailleurs. Et donc voilà, en fait, si vous kiffez l'émission et ce qu'on essaie de donner à cette jeunesse bruxelloise et à vous, à tous ceux qui nous écoutent, qui sont en France ou ailleurs, bah voilà, n'hésitez pas vraiment à nous donner de l'argent, à donner sur le Tipeee parce que nous, on kiffe faire ça. Et si on veut continuer de faire ça, bah en fait, on est malheureusement, c'est le nerf de la guerre et on est bien obligé de vous demander des sous. Mis à part ça, je fais une petite pub parce qu'en fait, tous les épisodes sont dispo sur Spotify à chaque fois. Donc celui-là sera aussi dispo lundi. Et la rediff sera mercredi sur YouTube. On vous prépare ça aux petits oignons. Il y aura plein d'updates pendant tout le mois, etc. Oui. Ça va être incroyable. Incroyable. Je vais faire plein de montages. Voilà, ça va être Bateau, fou, il va ça rien être fou. foutre. Putain. C'est encore un match de ouf pour moi, quoi, vraiment. Mais donc voilà, soit on va continuer les festivités, on va passer sur ma petite chronique. La là. chronique de PH. La chronique de PH, exactement. Donc bonsoir le chat, très heureux de pouvoir encore partager avec vous le peu de connaissances que j'ai. Et donc voilà, je me présente, moi c'est PH et j'ai à cœur de vous partager des faits d'histoire avec un grand H qui seront passés inaperçus mais qui d'une façon ou d'une autre ont un peu modifié la société de façon durable. C'est ça qui m'intéresse toujours. Alors, pour cet épisode 3 de Crossover, j'ai eu envie de commencer par un petit jeu. Est-ce que vous connaissez Question pour un champion? Let's go. Oui. Ok. Alors, Tu peux jouer aussi ou... tu peux jouer, le chat aussi, vous pouvez jouer, bien entendu. Donc, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans Question pour un champion. Sans attendre, nous allons présenter nos invités de ce soir. Pour notre première championne, voici Léa. Léa nous vient de Bruxelles, travailleuse sociale. Elle aime aussi porter des complets Lacoste jaunes. Et nous passons ensuite à Leila Alice, artiste performeuse. Et comme Leila, celle-ci a un goût très prononcé pour les couleurs dites feu d'artifice. Et notre Il dernier aime bien adversaire- celui-là. Artifice. Exactement. Et notre dernier adversaire, le chat, chômeur ou Jean en gueule de bois. Il adore nous envoyer des SMS directement à l'équipe quand il y a un problème, alors qu'il y a un chat pour faire ça. Donc voilà, petit clin d'œil à vous, l'équipe. Donc maintenant que nous connaissons nos invités, nous allons pouvoir commencer cette épreuve par la seule et unique question de l'émission pour les départager directement. Comme ça, nous, on est franc jeu. Je commence, vous êtes prêtes? C'est comment qu'on buzz? Comment? Le buzzer, ça se passe comment? Oh, voilà, c'est Ok. ça va être ça. Top, c'est parti. Je suis partout et nulle part en même temps. Je suis omniprésente dans notre vie de tous les jours, à tel point que certaines estimations parlent de plus de 15 000 contacts par jour. Je peux être sous forme auditive ou visuelle. On me retrouve sur tout type de support. Mon nom a évolué à travers les âges. Au début, j'étais crié. Ensuite, je me suis affiché sur les murs pour finir au cinéma. pub, La pub. Bravo! Ah, c'était incroyable. Alors là, tout le monde a gagné en même temps. Vraiment, Oh, c'était clairement. génial. Donc voilà. Sauf le chat. effectivement. Sauf le Donc, chat. Chat en retard, comme Donc d'habitude. aujourd'hui, on va parler publicité et notamment d'un personnage illustre dont personne ne connaît le nom, mais qui à lui seul a réussi à user d'une technologie disruptive pour en faire quelque chose qui a un impact moderne sur notre société moderne. Mais vous allez me dire, avant Qui de ça dévoiler son nom, on va faire un truc intéressant. Je vais vous demander, et le chat aussi, qu'est-ce qu'une technologie disruptive? Ça vous dit quelque chose? Non? Alors... Genre, ça fonctionne pas? Non. Non, Ouais, ouais. en vrai, comme ça, on pourrait croire. Une technologie qui dérange. Une technologie qui va Ah, t'es pas loin. casser les codes. Alors, en fait, une technologie disruptive, c'est une technologie qui, en apparaissant, change complètement notre Ouais. façon d'aborder un problème. Et qui, étant extrêmement efficace, se met à remplacer complètement la technologie qui a été utilisée avant Avant. pour régler ce problème. Le smartphone, par Donc, voilà, exemple. par exemple. Donc, par exemple, avant, on avait des chevaux. Maintenant, on a Des Tesla. des voitures. Exactement. Tesla est une marque parmi tant d'autres, mais voilà, des grosses bagnoles. Avant, on avait les CD pour écouter la musique. Maintenant, on a les... Téléphone.
Plateforme de streaming. Exactement. Les filles, s'il vous plaît. C'est pas dur. tu peux tu peux changer. Hein. Ah non, Cette vieille photo de donc voilà, exactement. Ouais, j'ai fait exprès. J'ai fait exprès. Et donc, pour la dernière, avant, on avait la musique classique et maintenant, on a. La musique K-pop. électronique. Oh, non. Non, on a Weshden. Donc, voilà, elle aussi est une technologie disruptive, il faut l'avouer. Cœur sur Weshden. Moi, je l'adore. Moi aussi. Grave, Moi ouais, aussi, c'est j'adore bien sûr, Weshden. on adore Weshden, incroyable. Donc, vous avez un peu compris le principe derrière ce truc-là. Donc, revenons-en à nos moutons. Donc, on parlait de publicité. Mais pour que la publicité moderne existe, il nous faut un truc, c'est l'imprimante. L'imprimante, elle aussi, grosse technologie disruptive. Ça a remplacé les moines copistes. C'était en quelle année que ça a été inventé? Les pauvres, quand même. Ouais. Ils ont dû se sentir 1800, baisés. C'est le temps de quelque chose. Non, 1452. J'ai essayé. Donc en fait, donc c'est Gutenberg hein, qui l'a voilà et qui a créé la Bible de Gutenberg pour l'histoire. C'est encore une façon de bien niquer tout le monde en name dropping. voilà exactement. Donc c'est avec elle qu'en fait que la presse écrite se met à exister. Enfin, je simplifie vachement le truc parce qu'en fait, la première presse écrite au monde, elle a été créée en 1605. Et c'est un certain Johann Carolus, mais ça dure pas longtemps parce qu'en fait, le mec manque de fonds, ça coûte encore très cher et le niveau d'alphabétisation de la population est pas assez élevé en fait pour que la sauce prenne. Par contre, il y a un certain Théophraste Renaudot, le personnage dont je vous taisais le nom juste à l'instant. Je l'avais trouvé. Hein. Qui lui, en fait, a très bien compris toute la portée de la disruptivité que pouvait amener une presse écrite. Et donc, imaginez-vous à l'époque, l'information ne passait que par des crieurs, des mecs qui marchaient dans la rue et qui annonçaient les différentes informations que le gouvernement décidait de partager à la population. Donc, le mec était payé vraiment juste pour se trimballer dans les rues de la ville et dire « Oyez, oyez ». Braves gens, voilà, il se passe tel truc en ville ou dans telle autre ville, on a déclaré la guerre, machin, tout ça. C'est comme ça que l'information passait avant. Mais donc, Théophraste Renaudot, lui, il a plusieurs bonnes idées. Il faut savoir qu'à l'époque, en France, c'était grave la merde. Mais vraiment à un niveau hardcore. On est genre environ 150 ans avant la Révolution française et le niveau de vie général, enfin, je veux dire, la classe moyenne, elle n'existe pas déjà, genre, clairement. Et on est en 1629. Et Théophraste Renaudot, venant d'un milieu pauvre, mais ayant réussi à rentrer dans le conseil du cardinal Richelieu, qui était un homme d'influence énorme, et il est dans, si je me trompe pas, genre dans des trucs de Molière et tout, il fait référence à lui directement. Enfin, c'était un mec qui était vraiment hyper famous à l'époque. Se dit que ça serait bien de créer un bureau d'adresse qui sera essentiellement en fait le Actiris de l'époque, mais en beaucoup plus efficace que le Actiris de maintenant. Clairement. C'était un peu ça le principe. Et donc, c'était un moyen de trouver du taf et tout, parce que comme les gens étaient dans la dèche, il s'est dit, je vais faciliter en fait le moyen de trouver du travail. Donc, il crée des liens entre les gens qui demandaient de l'emploi et les gens qui en créaient, quoi. Et donc, en 1631, Théophraste se dit, mais attends, si on ne faisait pas un journal pour réunir toutes ces informations-là? Début de la presse écrite, il en parle au cardinal Richelieu et celui-ci, il lui dit, ok mon pote, mais c'est moi qui décide ce qu'on va mettre dedans. Et c'est là où ça devient intéressant. La Gazette, donc c'est le nom du journal, qui naît en 1631, est en fait un instrument de propagande pour l'un et un outil permettant de sortir de la misère pour l'autre. Vous voyez le lien que je commence à faire. Crossover. Très très fort. Et surtout, du coup, première apparition de la presse écrite en France, et celle-là, elle va exister pendant 400 ans. Genre, on est resté sur le même système pendant 400 ans. Donc, imaginez 2 secondes à l'époque dans laquelle l'époque dans laquelle cette technologie apparaît. C'est une bombe sociale. C'est un outil de manipulation de masse. On est en 1631. L'école, c'est que pour une partie infime de la population. Pour voir autre chose que son village, il fallait avoir un cheval. C'était la folie. Un Paris-Marseille, c'était 11 jours. Vous voyez le truc ? Et des gens vivaient leur vie entière faite dans le même endroit sans jamais voir autre chose. Et là, d'un coup, ils avaient une ouverture sur le monde incroyable, un monde de fantasmes et d'imaginaire sans limite. Tout ce qui sortait le journal, en fait. Et du coup, est-ce que vous vous rendez compte du pouvoir de la personne qui rédige ces journaux, en fait ? Et le cardinal Richelieu, oui, il a très bien compris comment ça fonctionnait. Il a tout de suite compris la portée machiavélique que pouvait avoir un tel outil. Et on parle de ça, c'était il y a 400 ans. Donc, quand arrive la presse écrite, elle devient un outil gouvernemental pour diffuser de l'information, mais encore une fois, de l'information qui était intéressante à diffuser pour le gouvernement.
Donc quand une guerre éclatait, on disait jamais que la France était en train de se faire botter le cul. Le peuple se révoltait dans une province. Ah non, ce n'était que quelques fauteurs de troupes qui ne représentaient pas vraiment la véritable adoration que le peuple avait pour le roi. Tu vois, c'était toujours les mêmes trucs. Donc vous avez compris le principe. La presse n'était que le garde-fou du gouvernement qui la gérait. Et donc quand vient la publicité dans ce même journal, ce ne sont que des proches du gouvernement, des gens validés par la royauté qui ont le droit de faire fructifier leurs affaires en faisant de la publicité. Et en se vantant d'être les meilleurs dans leur domaine, même s'il y avait un autre type qui était sûrement plus fort qu'eux, mais en vrai, on s'en fout parce qu'il n'avait pas le plug avec le cardinal Richelieu, donc ça passait pas, tu vois. C'est ça la force du truc. Et donc maintenant, on se dit, ah, mais quelle époque, heureusement que la Révolution est passée par là, et a viré ces rois de pacotille, que la liberté de la presse a été créée, que la liberté d'entreprendre a été ancrée dans notre Constitution. Waouh, c'est génial, dans quelle époque on vit, c'est incroyable. On pourrait se dire ça, mais la vérité, c'est que le système qui a été mis en place il y a 400 ans est toujours le même aujourd'hui. Par exemple, le président de France Télévisions, il est choisi par qui ? Par le gouvernement. Voilà, exactement, par l'exécutif, par le président de la République en fait. Les annonceurs, ceux qui décident de quelle publicité nous voyons à la télévision, et donc le CSA, etc., et bah en fait ils sont comme cul et chemise avec les chaînes TV, c'est-à-dire qu'une entente doit être créée entre les deux afin que tout le monde soit content et que le pouvoir soit partagé entre les mêmes personnes. Mais bon, je deviens un peu politique, je vais un peu me calmer. Ouais. En fait, Son côté français qui ressort là quand même. Hein. Attention. Hein. Mais du coup, en fait, quand j'ai écrit cette chronique, moi, ce qui m'a vraiment intéressé dans tout ce schmilblick, c'est de me dire qu'avec l'avènement des réseaux sociaux et tout le bon et le mal que ça amène, ou des street press comme Bondi Blog, comme tous ces trucs-là, on se retrouve à avoir des informations créées par le peuple, pour le peuple, et que ce système qui a été mis en place il y a 400 ans, il est en train de disparaître, en fait. Parce que nous comprenons petit à petit que nous pouvons devenir créateurs plus que consommateurs. Et c'est ça la beauté du truc. Et je pense que je vais vous laisser là-dessus, parce que je trouve ça beau de se dire qu'il y a toujours de l'espoir, même après 400 ans. On peut toujours avoir du changement, et surtout que le changement, il vient de nous. Dans ces temps où le monde semble au bord de l'apocalypse, raccrochons-nous à l'espoir du changement, et je pense que tout ira bien. C'est beau, bien joué. PH toujours précis. Très précis. Prof d'histoire un peu quand même. À fond. Histoire avec un grand H. Je PH. Alors, pour vous, j'ai des petites questions qui ont un peu lien avec ça, mais qui sont assez simples. Est-ce que vous, dans votre travail, vous avez parfois l'impression de vous battre contre plus grand que vous ? On se bat tous, non, contre plus grand que nous. Ouais. Même nous-mêmes, c'est plus grand que nous. Enfin, Waouh, Je quitte le plateau. On arrête l'émission là-dessus. non, forcément, c'est pour ça qu'il faut s'accrocher au concret, à l'actuel et au présent, aux choses qui se passent autour de nous. Parce que c'est un système avec des forces qui sont absolument puissantes et grandes et qui nous dépassent Bien sûr. fortement, même si on y va avec beaucoup de gens. Et toi, Leïla, du coup, tu penses que parfois tu as la sensation de te battre Du coup, j'aurais l'impression que si c'est dans la phase de création, ce serait plutôt le plus grand que moi, un peu comme tu dis, qui est soi-même. Mais si c'est dans la phase plus active, je sais pas, j'ai l'impression, j'ai bien aimé quand tu as dit le truc que toi, tu savais écrire pour demander de l'argent dans ces choses-là. Je suis en mode, pour c'est un toi. super skill. Là, peut-être dans ces rapports-là, dans les moments où c'est plus concret, j'ai peut-être l'impression que je me base sur quelque chose de plus grand que moi, en mode que j'ai pas l'impression d'avoir toutes les clés pour pouvoir concrètement arriver où je le voudrais. Ouais, mais c'est aussi ça, tu vois, quand je parlais de se battre contre plus grand que soi, c'est-à-dire que t'as pas forcément les codes et la compréhension du système qui est devant toi et que du coup tu te retrouves un peu oppressé en mode j'ai envie de faire ça, mais comment je le fais ? Et la société ne donne pas forcément les clés et Enfin, je veux dire, notre système éducatif ne nous amène pas forcément à devenir... Clairement pas. À nous pousser à être indépendants, tu vois ce que je veux dire ? Moi, toutes les personnes que je vois autour de moi qui sont les plus performantes, c'est pas un beau mot, mais qui ont le plus envie de réussir, tu vois, et de faire quelque chose de plus grand qu'eux, généralement, c'est des gens qui ont envie de quitter l'école, quoi, tu vois.
Ça montre Ouais. bien à quel point le système, il est pas, Mhm. tu vois, ça, il est pas en adéquation, tu vois. C'est vrai. Et en même temps, j'ai un peu ce rapport enfantin de j'aimerais bien que quelqu'un vienne et me dise alors, on va te donner un cours de la vie. Alors que. Et du coup, ouais, j'ai aussi compris que enfin, à un moment, c'est à toi de prendre. Bien sûr. Devenir ton propre parent, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Ou de trouver les liens, ou de trouver des gens qui peuvent t'expliquer ce que t'as pas compris ou ce que tu sais pas. Mais ouais. Mais ce que je pense aussi, c'est que tout le monde a son talent, a sa force, et c'est vraiment genre combattre ce qui est plus grand que nous, ou ça peut que se faire en collectivité, c'est sûr. Mhm. Enfin, je veux dire, on peut que en travaillant ensemble, en mettant nos capacités, nos talents, nos forces ensemble, c'est que là qu'on va réussir à vraiment émanciper et aller au-delà de choses que personnellement on peut jamais accomplir tout seul. Bah, bien sûr, bien sûr. Et justement, pour parler d'accomplissement, je parlais de technologie et pendant la chronique, et en fait, je me demandais, est-ce que vous pensez que la science, après c'est des questions un peu philosophiques, hein, est-ce que vous pensez que la science peut nous permettre de nous sortir en tant qu'être humain de n'importe quelle situation, et que, enfin surtout, est-ce que vous pensez quoi en fait du progrès comme on nous le vend, tu vois? Ben, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le progrès, il est commandé, il est guidé par une... Enfin bref, on revient Ouais. avec les gros mots, mais par le capitalisme, par Gros mots. mettre bien les personnes qui sont déjà bien, et que concrètement, genre, les avancées scientifiques sont subsidiées par les méga pharma qui veulent se Mhm. remplir les poches. Là, je pense à la technologie médicale, mais Ouais, bien sûr. tout type de technologie. À partir de ce moment-là, non, je pense pas que le progrès il est positif ou il Mhm. sert à quelque chose. Si le progrès il est mis en place avec une réflexion de vraiment émanciper des problématiques, de pousser vers le haut les personnes qui en ont besoin, etc., etc., Oui, c'est alors bien, ouais, ouais, tu bien sûr. vois. Et je pense que souvent la technologie qui est d'abord créée de façon capitaliste est réappropriée et utilisée à bon usage des personnes qui en ont besoin, mais c'est toujours en second lieu ou en troisième lieu ou en quatrième lieu. Ouais, non, bien Et sûr. donc, ouais, il peut servir, mais c'est que si les personnes arrivent à se le réapproprier et à en faire quelque chose. Ouais, bien sûr, bien sûr. En fait, ça fonctionne quand c'est dans les mains des bonnes personnes, tout Bah ouais, simplement. ouais, hein. bien C'est sûr. toujours, Mais c'est pour ça que je pose la question, tu vois, parce qu'il y a des gens qui foncièrement vont dire, bah non, non, la science, ça Ouais. peut pas. Enfin, tu vois, j'imagine beaucoup dans les débats écologiques, tu vois, c'est une question qui revient souvent, où on se dit, non, mais t'inquiète, de toute façon, on trouvera toujours un moyen de s'en sortir et de pas atteindre les 6 degrés en 2030, tu vois ce que je veux dire? Genre, il y a un peu, c'est toujours le truc qui est là, tu vois. Et Mhm. du coup, je trouve ça intéressant de poser la question. Et du coup, Léla, toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, quand tu as posé la question par rapport au progrès, genre, j'ai plutôt vu aller d'une façon plus globale. J'ai l'impression que je crois pas au progrès aller comme ça, là, Ouais. ouais, la pente comme ça, où ça va toujours aller bien. Dans ma façon de voir, je sais pas, la vie ou la science ou le progrès, je le vois plutôt comme, donc pas vraiment dans la science, plutôt on va dire, allez, d'une façon plus personnelle, je vois le progrès plus dans quelque chose, dans l'intensité des énergies, mais sur le moment. Ouais. Pas forcément quelque chose qui va toujours monter. Il y a des moments où ça va peut-être descendre, mais c'est plutôt l'intention que tu as mis tous les jours à vouloir que ça aille bien, Mhm. qui dans ma tête m'emmènera au point élevé à la Ouais. fin de la flèche pour les gens. Ah ouais, je vois Peut-être ce que que tu veux pour dire. moi, Ouais. il est, je sais Ok. pas où, tu vois. Mm. Voilà. Mais bah, non, mais Non, grave, c'est très bien vu. mais parce qu'en T'as plus, ça me fait compris? Ouais, penser. bien sûr. Ouais. Ouais, bien sûr. Non, j'aime beaucoup parce qu'on a des lectures Ouais, totalement Ouais, différentes. ouais, Ouais, c'est ça, Mais c'est c'est trop aussi, bien. c'est aussi pour ça, tu vois, que je pose ces Mm. questions-là, parce que justement, enfin, je trouve dans la première partie de l'émission, on est toujours dans une idée de vraiment vous raconter vous et de ce que vous représentez, tu vois, Mhm. et que à chaque fois, moi, j'essaie de faire des questions qui sont beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus philosophiques, et qui sont plus dans une idée de comment tu vois la vie, quoi, tu vois, Mhm. genre véritablement dans un sens. Et du coup, j'ai une dernière question, mais c'est vraiment la question du complotiste, hein, je vous préviens. Moi, je pense que Léa, elle va bien aimer. Tu dis que je suis complotiste. Non, j'ai cru voir des triangles se dessiner Parce sur ton que- visage. Non, mais parce que du coup, moi, à chaque fois que je m'intéresse à des faits d'histoire qui sont considérés comme minimes, mais qui ont au final Un impact. ont eu un impact Bien monumental. sûr. Et du coup, est-ce que vous avez la sensation que l'histoire avec un grand H, elle nous a été bien racontée, en fait, tu vois? Est-ce qu'on s'est intéressé aux bonnes personnes? Est-ce qu'elle s'est vraiment déroulée comme elle s'est déroulée, etc. Et je dis pas dans un sens de... C'est-à-dire qu'on a fait des effets de loupe sur certaines choses, alors qu'en fait, on aurait dû s'intéresser D'autres choses. à d'autres choses à ce moment-là, et peut-être que ça aurait peut-être changé le cours de l'humanité, etc. à ce moment-là, tu vois.
Bah, il y a juste déjà des choses de base, hein. C'est les personnes racisées, les femmes. Ouais, bien sûr. Déjà deux grands groupes de la population qui n'ont pas eu le droit à la parole pendant des siècles et des siècles et des siècles et des siècles. Donc forcément, l'histoire, elle a été racontée par des mecs blancs qui n'ont pas envie d'enlever leurs privilèges et donc d'une façon pour qu'ils gardent leurs privilèges et pour protéger leurs intérêts. Ça, c'est sûr et certain. Après, ouais, ça c'est comme toute histoire, quoi. Il y a plein de points de vue et à partir du moment où l'histoire elle est racontée par un point de vue, il y a plein d'autres points de vue qui tombent à l'eau Oui, bah oui, bien sûr. et qui continuent peut-être à exister de façon informelle, de façon plus proche des gens dans les histoires familiales, dans les Ouais, histoires bien sûr, bien sûr. entre nous. Mais l'histoire avec le Big H, ouais, c'est un point de vue, Ouais. comme plein d'autres points de vue. Je te rejoins. Je suis d'accord sur le fait qu'il y a, il y a une grande partie du monde où on n'est juste même pas au courant de ce qui s'est passé entre guillemets au Moyen-Âge. Mais bref, mais dans ce que je retiens de l'histoire, comment en tout cas elle m'a été inculquée à l'école, c'est qu'il y avait vraiment ce côté c'est blanc ou noir, quoi. Et c'est vraiment en grandissant, il n'y a pas très longtemps, qu'en fait j'ai trouvé ça trop triste qu'on ait dû nous apprendre que soit Christophe Colomb c'est un héros ou il y a pas de, on nous a jamais appris, je Ouais, la trouve, notion- l'histoire grise en fait. Ouais, c'est ça. Genre quelque chose de normal, il y a peut-être des choses positives, des choses négatives, quelque chose de tempéré. Je trouve que c'était vraiment très blanc ou noir et après tu grandis et tu réalises que la vie c'est pas ça en fait. C'est Et nuancé. ouais, c'est beaucoup plus ouais. C'est même rouge, bleu. Ouais, vert, violet. Ce que tu veux. Voilà, je l'ai tenté quand même. Très très fort, très très fort. Très fort. Franchement, je valide à 100%. Merci. Et voilà. Mais C'est ouais, beau. donc moi j'ai terminé avec mes questions, content de vos réponses et je trouve ça très très beau la façon dont tu viens de parler de comment on doit raconter l'histoire, ni blanche ou noire mais grise. Ouais, c'est des très, nuances. c'est, enfin pour moi mes meilleurs profs d'histoire justement c'était ceux qui me disaient non mais écoute genre là t'as une façon de lire le bouquin mais tu vas voir 15 000 autres personnes et en fait tu vas voir que ouais effectivement t'as cette nuance de grise qui se crée tu vois et c'est là où ça devient plus intéressant, tu vois, parce que ça aussi te permet d'avoir cette sensation de comprendre les choses. Ouais, de te positionner aussi, d'avoir un avis en mode. À fond, à fond. Moi, je voulais juste terminer parce que blablabla. La fin de la semaine est très 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 compliquée. Moi, je voulais juste que vous adressiez peut-être un dernier mot à quelqu'un, genre vraiment ce que vous avez envie de transmettre et qu'on finisse sur ça. Toi, je sais que toi tu vas le faire. Tu vas arriver en mode le capitalisme c'est mal, c'est mal. Non. Même comment on peut vous aider, vous supporter, Ouais, etc. Quoi. Vraiment c'est. Alors mon premier dernier mot c'est soutenez le Twitch de Crossover. Donnez de l'argent. Donnez de l'argent. Bien vu, bien vu, bien vu. Ouh, merci Poirot, merci Poirot d'avoir donné invité 5 et nous donne de l'argent. Incroyable, incroyable. Non, ce serait juste de regarder autour de vous, voyez qui peut vous aider à développer vos rêves et allez-y. Et genre, dites-vous que tout rêve est adaptable à la réalité actuelle. Avec très peu de moyens, au final, il y a moyen de faire beaucoup de choses. Donc, ce serait peut-être ça, ouais. Est-ce que les viewers peuvent aider ou venir soutenir Coren Beek très bientôt peut-être ou... Bah, c'est plutôt moi qui leur dis bienvenue pour venir faire des choses. C'est un lieu c'est un espace du coup où toute personne qui a envie de développer un projet peut avoir des espaces gratuitement, que ce soit pour organiser quelque chose ou pour s'entraîner, ou pour répéter ou pour quoi que ce soit. Donc, welcome à tout le monde. Et si vous vous sentez seul, que vous avez envie de voir plein de vie autour de vous, déjà, vous pouvez venir faire un tour, manger des crêpes. Ouais, c'est ça. Donc, toute âme solitaire est acceptée. Toute âme solitaire est acceptée. C'est beau, c'est beau. Et toi, Leïla? Non, j'avais envie un peu de répondre, du coup, par rapport à ce que tu as dit regardez autour de vous. J'avais un peu envie de dire regardez à l'intérieur de vous. Et ouais, trouver peut-être ce qui s'allume, ce qui brille. Et genre, ouais, pareil, de mettez toute la force pour y croire. Ça, c'est ce que je voulais dire. Sinon. Comment on peut aussi te soutenir? C'est quand ton prochain spectacle? Pour l'instant, je sais pas encore. Mais comment on peut me suivre sur Instagram, c'est 2h22. Et sinon, si n'importe qui a envie de faire des collaborations ou
invité pour des performances, je suis toujours toute fille. C'est Trop tout. bien. Et on remercie la Nins et Poire Aubergine du coup qui viennent de nous dire Complimenter que- le live. Exactement. Qui viennent de complimenter le live, qui ont dit que c'était hyper intéressant, vous étiez hyper intéressante. Et voilà, moi en tout cas j'ai kiffé ce Bon, moment. moi aussi, c'était très intéressant, de nouveau très varié, encore de nouvelles choses qui rentrent dans ma tête. Je sais Merci J'avais pour déjà l'invite. pas beaucoup de place dans ma tête, mais là, je sais plus où je vais mettre toutes ces choses dans ma tête petit à petit. Mais non, merci vraiment d'être venu. C'était vraiment grave cool. Ouais, à fond. Merci aux viewers qui sont restés. Grave. N'oubliez pas le Tipeee, on va le remettre dans le chat. C'est toujours utile. Les réseaux Et sociaux, Les réseaux sociaux. exactement. crossover.talk. Si Exactement. jamais vous êtes arrivé en retard, ce sera rediffusé sur YouTube, sur Spotify. sur Twitch, Spotify dès demain. Et YouTube, ça sera mercredi. C'est ça. Voilà. Ça sera mercredi. Exactement. Ouais, nous on a avons fait- fait on un a fait planning. On est ready. Et bah, je tease parce que Oh non, Oh oui. là là. on est en live, je me permets de teaser. Mais du coup, la prochaine émission va se dérouler à Corenbeck. Voilà, ça, non, t'inquiète, tu veux pas. Ouais. Non, J'arrête du coup, la crossover. prochaine émission, vu qu'on décide de saisir l'espace public, nous aussi, on va Ouais. aller à Corenbeck pour faire la prochaine émission de Let's crossover. go. Voilà, l'esprit crossover. Exactement. C'était ça. Merci à tout le monde. Merci pour l'accueil. C'était trop bien. Bisous. Bye bye, peace. Ciao.